Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV. La saison des excommunications a-t-elle débuté au sein du parti au pouvoir? Les observateurs avisent que le second mandat du président de la République ne sera pas une promenade de santé. Loin s'en faut. Voici la colonne vertébrale du journal. Moustapha Diakhaté a été exclu des rangs de l'APR par la commission de discipline pour agissement et propos séditieux de nature à saper l'image du parti au pouvoir. Le principal concerné a réagi et évoque une farce de mauvais goût. Le directeur des structures du parti Ndiaye annonce qu'il jouera, lui, les bons offices. Samba Sow, reconnu coupable d'homicide et du meurtre de Fatoumata Maktar Ndiaye, l'ex-membre du Conseil économique et social. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité et à 350 millions de dommages et intérêts à payer à la famille de la défunte. Guy-Marie Sagna va poursuivre le séjour carcéral au camp pénal. Sa demande de mise en liberté a été rejetée. Toutefois, deux de ses compagnons de lutte ont été élargis. Il est aussi de notoriété publique que notre capitale a perdu son lustre d'antan, mais il semble bien que les pouvoirs publics veulent mettre fin à cette chien-lit. Dans la dynamique des journées contre l'insalubrité, les giratoires sont en train d'être revitalisés et repris en main. Nous avons fait un tour sur certains axes. Les étudiants n'en peuvent plus des angoisses existentielles avec des sureffectifs et des conditions d'études affligeantes. Ils ont barré aujourd'hui à Saint-Louis la RN2 et tenu des rassemblements pour se plaindre de leur situation. Enfin, la Baraka fait aussi partie de la gestion. Les Lions du football tombent sur une poule abordable, toutes choses étant égales par ailleurs. Le tirage pour le second tour des qualifications à la Coupe du Monde vient donc d'être effectué. Le développement dans un instant. La commission de discipline de l'APR a donc pris la décision ce 21 janvier d'exclure définitivement Moustapha Diakhaté des rangs du parti au pouvoir. La commission explique son renvoi par les agissements et autres propos séditieux, fractionnistes et récurrents du désormais ex-camarade Moustapha Diakhaté. Abdoulaye Badji, président de la commission, Benoît Sambou et Abdoumbo étaient présents. Ndiaye était absent et s'est fait excuser. Moustapha Diakhaté donc a réagi à cette nouvelle. Il parle d'une farce et d'une comédie. Il est interrogé ici par Migui Maram Ndiaye. On va l'entendre. Écoutez, j'allais même dire c'est une commission de farceurs. Vous savez, moi, ce qu'ils ont fait, c'est de la diversion, c'est de la provocation. Ces gens-là, je n'ai pas leur temps. Mon temps, je le consacre à la mise en place du mouvement Manko Tahaou Sunu APR, initiative pour la refondation de l'Alliance. Et jeudi prochain, je donnerai plus d'informations par rapport aux objectifs, à l'organisation du mouvement, Inch'Allah, au peuple sénégalais et aux militants de l'Alliance pour la République. Et autre prise de parole, Ndiaye, le directeur des structures de l'APR qui rentre de voyage, a réagi à cette exclusion. Il va jouer, dit-il, les bons offices et va faire la médiation pour arrondir les angles. On l'écoute, il a été interrogé par Alassane Samba Diop. Je viens d'être informé par vous-même de cette décision majeure. En tout état de cause, il y a des instances dans le parti qui peuvent toujours être sollicitées dans de pareilles situations. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, est un homme rassembleur. C'est un homme qui aime tous ses militants, en particulier ses compagnons historiques. Et Moustapha Diakhaté en fait partie. C'est vrai que des fois, il y a des sorties qui sont très gênantes pour l'image du parti, mais je pense que tout doit être discuté, négocié. Il y a des canaux de recherche, de réparation au cas où il serait disposé. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il a toujours sa place dans le parti, comme
On l'avait fait avec Moustapha Cissé. Je suis prêt vraiment à faire les mêmes démarches pour que ce grand camarade de compagnonnage historique ne puisse pas être délaissé en cours de route. Méli-Mélo donc à l'APR et dans les chroniques judiciaires, le juge de la chambre criminelle a condamné Sambasso aux travaux forcés à perpétuité ainsi que 350 millions de dommages et intérêts, 200 millions pour la famille et 150 autres millions pour le fils de la défunte Fatoumata Mactar Ndiaye. Sambasso a donc été reconnu coupable du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Il y a aussi la tentative de vol avec violence, usage d'armes sans autorisation. Guy Marius Sagna, lui non plus, ne quittera pas le camp pénal. Il reste en prison. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire qui a été introduite par ses conseils. En revanche, ses co-détenus, Fallou Galasek ainsi que Ousmane Sarr, ont été élargis. Maître Moussa Sarr a réagi. On va l'écouter au micro de Migui Maramdiaye. Bon, c'est une appréciation très mitigée. D'une part, je me félicite de la libération de Fallou Galasek et d'Ousmane Sarr. Par contre, je suis très surpris du fait que Guy n'a pas bénéficié de la même mesure alors qu'il réunit toutes les conditions légales exigées par la loi pour avoir une liberté provisoire. Ce que je puis dire pour le moment, c'est un constat. Lui, il n'a pas bénéficié d'une mesure de liberté provisoire. Par conséquent, j'attends de prendre connaissance de la motivation de la décision. En tout état de cause, on va poursuivre le pool d'avocats, le combat judiciaire jusqu'à la libération de Guy Marius Sagna. C'est le plus important. Le combat va continuer, le combat judiciaire jusqu'à la libération. Je dis, encore une fois, nous allons poursuivre le combat judiciaire jusqu'à sa libération, tout en se félicitant de la libération des deux autres. La capitale sénégalaise est irrespirable par manque d'entretien et en l'absence de mobilier urbain, d'espaces verts et de poumons verts. La capitale sénégalaise, donc, c'est beaucoup enlaidi ces dernières années. Quoique timide, une prise de conscience est en train d'être effectuée. C'est ainsi qu'on a vu plein de sites qui font l'objet d'un ravalement. Et c'est le cas pour les giratoires à Dakar. Et seulement ces opérations sont appréciées diversement du seul fait que les gens n'ont le plus clair du temps pas de la suite dans les idées. Il manque donc le monitoring. On suit le reportage de Boubacar Dia. Les véhicules roulent au ralenti ici au rond-point Cheikh Béthio sur la route de Ouakam. Des pots de fleurs comme décor et le giratoire retrouve son lustre d'antan au grand bonheur de Doudou Ndiaye. Le jeune homme dénonce cependant le manque de suivi. L'embellissement des environnements tels que les ronds-points, c'est une belle initiative. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi au Sénégal. Des fois, on fait de beaux projets, mais il n'y a pas de suivi. Parce que comme auparavant, on avait embelli ça, mais il n'y avait pas de suivi, jusqu'à qu'il y avait beaucoup d'herbes ici. Aux alentours de Sam, des ouvriers s'activent dans les travaux de réhabilitation du rond-point. Toutefois, Malik Ndiaye est incrédule par rapport au défi de l'entretien. Le souci en est qu'il n'y a jamais de suivi. Ici, par exemple, de vieilles personnes y urinaient, mais quand quelqu'un les rappelle à l'ordre, ils l'interprètent autrement. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y aura de suivi. Selon le jeune Doudou Ndiaye, la maintenance ne doit pas seulement être l'affaire de la municipalité. L'entretien aussi, la population doit y participer, parce que c'est dans le cadre de l'embellissement de l'environnement. Donc si le fait d'appuyer ou d'amener son effort pour que ce soit entretenu, c'est vraiment une bonne initiative. Le rond-point Sam est celui de la route de Ouakam, deux illustrations parmi tant d'autres. Beaucoup de citoyens estiment que toute la population doit participer à la sauvegarde de ces espaces car ils participent à l'attractivité de la ville. Les saisies de drogue en quantité industrielle sont monnaie courante au Sénégal ces derniers temps et l'on se demande combien passe entre les mailles du filet. La police de Mour a réussi hier un coup particulièrement joli en ce
saisissant de plus de 1000 kg de cannabis. Un exploit qui a été réussi au moment où les histoires de légalisation sont mises sur la table. Et nous avons de ce fait interrogé nos compatriotes qui sont d'abord angoissés par les saisies incroyables de drogue de toute nature et sur les questions en rapport avec la légalisation ou la législation. Ils ont aussi prononcé leur sentence. Voici le reportage de Mam Abdougué Kassé. Les saisies de drogue qui ont marqué l'année écoulée se poursuivent en 2020. Pas plus tard que lundi, plus d'une tonne de chanvre indien est saisie par les éléments du commissariat central de Mbour. Beaucoup de Sénégalais sont peinés comme ce chauffeur. Il est ahuri par la circulation de la drogue dans le pays. Si vraiment la drogue parvient à rentrer au Sénégal, c'est-à-dire il y a quelque part où vraiment ça ne va pas. Je crois qu'il faut chercher donc là où vraiment la provenance. Donc la provenance et essayer vraiment d'éradiquer ce fléau parce que vraiment ça ne va pas, ça n'arrange pas la jeunesse sénégalaise. Cette dernière saisie intervient au moment où le débat sur la dépénalisation du cannabis est sur toutes les lèvres. Notre interlocuteur est foncièrement contre. Il pense que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Moi, je ne suis pas pour la dépénalisation. Donc, il faut maintenir vraiment les pénalités. Parce que sinon, vous allez faire enrichir d'autres. Parce qu'il y a d'autres qui le font pour un gagne-pain. Donc, ils s'enrichissent sur ça. Et donc, il faut voir comment vraiment faire pour vraiment résoudre ce problème. Ce monsieur, trouvé sur la corniche, est pharmacien. Il prend l'air, le regard perdu sur l'étendue de la mer. Il pense que pour lutter contre le phénomène de la drogue, il faut s'attaquer à la source du mal. Je pense qu'il y a un problème. Il faut essayer de trouver quand même la source, essayer de combattre ce fléau qui gangrène en fait, qui détruit des vies. Surtout le phénomène observé surtout chez les jeunes quand même, qui utilisent souvent ce genre de substances illicites quand même. Lui, par contre, ne s'oppose pas à la dépénalisation du cannabis, mais pense qu'il faut des mesures d'accompagnement. Moi, je dirais que je ne suis pas contre dans la mesure où le cannabis a des vertus thérapeutiques et ça c'est prouvé scientifiquement. Je dirais plutôt qu'il faut quand même des mesures d'encadrement pour mieux organiser en fait cette vente au niveau de certaines structures et points quand même. Et aussi qu'il y ait des professionnels formés pour pouvoir aussi dispenser ces genres de produits aussi. En novembre 2019, le nombre de saisies s'élevait à 7, soit au total 2,4 tonnes. Entre le 25 juin et le 1er juillet, 1 tonne 38 kg de cocaïne a été saisie au port autonome de Dakar en provenance d'Amérique du Sud. Les importantes saisies effectuées à Nianing dans la région de Thiès et à Moussala dans la région de Kédougou s'ajoutent à cette longue liste. Aujourd'hui, beaucoup d'experts sont unanimes que le Sénégal est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Dans le monde de l'éducation, l'université Gaston Berger de Saint-Louis ressemble ces jours-ci à un mur des lamentations. Les étudiants insatisfaits des conditions d'hébergement et d'études ont exprimé leur désarroi en bloquant la RN2, la nationale 2, la route nationale 2. Donc, après cette stratégie d'obstruction, ils ont improvisé un point de presse. Momar Alesnia va nous raconter ce qui s'est passé là-bas. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont encore barré la route nationale numéro 2 ce matin pour exiger la prise en compte par les autorités de leur plateforme revendicative. Une plateforme revendicative qui comporte les points suivants. Il s'agit notamment de la question de l'hébergement. Aujourd'hui, vous constaterez avec nous que la capacité d'accueil de l'université Gaston Berger est dépassée parce que la capacité d'accueil de l'université Gaston Berger était de plus de 3 000 lits. Maintenant, nous sommes à plus de 14 000 étudiants. Il n'y a pas plus tard qu'hier que les eaux usées commencent à déverser partout dans ce campus, au niveau du Tour de l'œuf et au niveau du village D. Les résidents du village D, même pour aller faire cours, sont obligés de poser des briques pour pouvoir sortir de leur chambre. Par rapport à la question liée à la bourse, il y a toujours cette année invalide qui pose problème. Ainsi, beaucoup d'étudiants ne sont pas encore
paix. 45 minutes après le blocage de la route nationale numéro 2 menant vers Richard Toll, les étudiants ont fait face à la presse avant de regagner le campus social. Toujours avec ces étudiants de l'université Gaston Berger, mais en UFR Sciences appliquées et technologies, ils exigent de leur côté des attestations de réussite. Ils ont exprimé leur colère au travers d'un sit-in. Le porte-parole de ces étudiants s'est exprimé au micro toujours de Mamar Alisnian. Il y a une situation alarmante au sein de cette UFR. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le 9 août 2019, le jury de la licence mathématique appliquée a délibéré et a déclaré admis au titre du diplôme de licence mathématique appliquée ceux des étudiants dont la liste a été affichée au niveau de cette UFR. Et parmi ces étudiants qui ont été déclarés admis, 12 ne parviennent pas jusqu'ici à récupérer leur attestation. Et nous, l'amicale des étudiants de l'UFR-SAT, nous avons saisi le directeur de cette UFR par courrier. Nous avons eu à le rencontrer, nous avons même eu à rencontrer le recteur à propos de ce sujet. Mais toujours en est que la réponse est toujours restée la même, que le problème est là, qu'ils sont en train de le diligenter. Et c'est chose qui n'a pas été jusqu'ici toujours faite. Et au contraire, la situation n'a fait qu'empirer. Et cette administration-là n'est pas sans savoir qu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le contrôle des connaissances, leurs modalités, ainsi que la délivrance des diplômes sont régis par des textes et des pratiques, et parmi lesquels nous pouvons citer la charte des examens. En se référant sur ces textes-là, nous savons que le jury est le seul organe compétent à délibérer ce diplôme que nous réclamons. La tectonique des plaques en termes d'exercice budgétaire au Sénégal, c'est une mini-révolution qui, pour la réussir, suggère une double réforme avec notamment la budgétisation des programmes ainsi que la déconcentration de l'ordonnancement. Et désormais, donc, les ministres sont ordonnateurs de dépenses, donc de budget. On en voit plus clair avec ce sujet de Moustapha Gabar Diop et Moussa Fall. Pour l'année 2019, le taux d'exécution du budget national a atteint 98%. Dans le but d'atteindre les 100%, le gouvernement met en place le budget programme pour l'exercice 2020. Au niveau du ministre concerné, justement, qui doit pouvoir d'abord arbitrer librement le programme tel qu'il a été défini, là où les crédits ont été affectés, et de pouvoir justifier justement du rythme de décaissement et d'exécution de ces produits-là. De l'autre côté, bien sûr, dans le cadre de l'unicité du budget, de façon générale, nous sommes obligés justement donc de surveiller quand même le rythme de décaissement global, disons quand même, de tous ces besoins, de façon à avoir en fin d'année justement donc un niveau de décaissement acceptable. Au-delà des enjeux du budget programme, la rencontre a également servi de plateforme d'échange sur les principes gouvernant la dépense publique, notamment la question de la dette. L'endettement, c'est un moins que doit utiliser n'importe quel pays, y compris le Sénégal, pour pouvoir justement donc financer son développement. Nous avons pris cette option et nous pensons que nous avons un endettement sain parce qu'il est utilisé dans le cadre justement des infrastructures de développement pour justement porter le pays quand même donc vers l'émergence. Ça, c'est un premier élément important. Le deuxième aussi, rappeler, c'est important que nous sommes encore très loin justement de ce niveau où si on était à 70%, on serait dans l'ordre de 9400 à peu près milliards d'endettement. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7300. Selon le ministre, le Sénégal affiche une bonne santé économique et financière, raison pour laquelle le conseil d'administration du FMI a approuvé un accord triennal 2020-2022 en faveur de l'État du Sénégal. Et dans nos territoires, les ouvrages collectifs sont partout une demande sociale. À Malicounda, un village a réceptionné un forage qui va ruisseler notamment sur 40 000 habitants sur place. Et c'est un maillon important de la chaîne d'un système global d'approvisionnement en eau potable pour lequel les Coréens se sont grandement impliqués. C'est un reportage à Mbour de Alunkan. Cette inauguration entre dans le cadre du deuxième programme hydraulique rural financé par la République de Corée, d'après le ministre de l'eau qui explique l'utilité de ce forage. La réalisation de ce projet qui compte 7
système multivillage assure l'approvisionnement en eau de 100 villages peuplés de plus de 40 000 habitants. Ce projet concourt à l'action de l'État visant à améliorer de manière significative les conditions de vie en milieu rural et l'accès des populations et des cheptels à l'eau. La Corée a beaucoup fait pour le Sénégal dans le volet d'approvisionnement en eau de qualité. La Corée a réalisé sous forme de dons 2 projets clés en main qui ont permis la construction de 21 systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le deuxième projet, dont fait partie le système de Tahoum, implanté ici à Kermaïdé, financé sous forme de subventions non remboursables pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA, a permis la réalisation de 7 systèmes multivillages pour l'alimentation en eau potable et l'amélioration de l'assainissement. Et ces 7 systèmes sont répartis dans les régions de Thiès, Kaolack et Fatick. Dr Maguette est le maire de Malicounda, la cité qui bénéficie de cet ouvrage réalisé dans le cadre d'un projet de système d'approvisionnement en eau potable évalué à 2 milliards de nos francs. Cette inauguration témoigne, si besoin en est, de la preuve évidente de la volonté de son Excellence le président Macky Sall et de l'ensemble de son gouvernement à qui je renouvelle ma confiance de prendre résolument en charge les préoccupations des populations dans tous les domaines, dont celui de l'eau potable, de l'accès à l'eau potable. La Corée se dit engagée à soutenir encore davantage le Sénégal dans tous ses projets ayant trait à l'approvisionnement en eau potable. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Cher Hassan Afal. L'Assemblée nationale ivoirienne lève l'immunité parlementaire de Guillaume Soro ainsi que celle de 5 autres députés. Ces pro-Soro avaient été arrêtés le 23 décembre après le retour avorté de leur mentor. La levée d'immunité de Lukiman Kamara, Kando Soumaoro, Alain Lobognon, Mamadou Soro, Soumaïla Yao ainsi que de Guillaume Soro a été votée après une requête du groupe RHDP, Rassemblement des Ouféistes pour la démocratie et la paix, coalition soutenant le président Alassane Ouattara, précise le communiqué. La justice ivoirienne accuse l'ex-président de l'Assemblée nationale d'avoir préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Guillaume Soro avait appris le 23 décembre qu'un mandat d'arrêt avait été lancé à son encontre alors qu'il était dans le vol le ramenant en Côte d'Ivoire après 6 mois d'absence à l'étranger. Il avait alors fait demi-tour tandis que les forces de l'ordre avaient arrêté certains de ses proches dont les 5 députés. L'homme fort de Bouaké accuse le pouvoir de manœuvres malsaines pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre de cette année. Au Tchad, un attentat suicide dans la région du lac a fait au moins 9 morts. Selon des sources sécuritaires tchadiennes, c'est une kamikaze qui s'est fait exploser dans la localité de Kaiga Kindira. Un témoin dans la région souligne que la kamikaze se serait infiltrée dans une concession où se trouvaient plusieurs personnes, dont des jeunes femmes. Cette région fait face depuis plusieurs mois à de multiples attaques des groupes armés. L'année dernière, dans la même localité, une kamikaze avait déjà fait exploser sa ceinture, tuant 5 civils et un militaire. Mi-décembre, au moins 14 personnes ont été tuées dans un village de pêcheurs dans la même zone. L'attaque d'hier, qui est une des premières en 2020 dans la zone, intervient à quelques semaines du redéploiement des troupes tchadiennes dans le lit du lac Tchad. Le Forum économique mondial de Davos a démarré ce 21 janvier. Le président américain Donald Trump, qui a profité de son discours d'ouverture pour tacler la jeune Greta Thunberg et les mises en garde sur le climat des militants écologistes qu'il a qualifiés de prophètes de malheur. Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord de 2015 sur le climat, a annoncé que son pays rejoignait une initiative lancée par le Forum de Davos pour planter 1000 milliards d'arbres.
Moins d'une heure plus tard, la jeune militante écologique Greta Thunberg a pu répondre indirectement au président américain en dénonçant les mots et les promesses vides, en jugeant aussi insuffisant de planter des arbres pour lutter contre le changement climatique face à une salle bondée. Greta a prôné l'arrêt immédiat des investissements dans les énergies fossiles. Dans la matinée, elle avait déjà invité les dirigeants de la planète à écouter les idées des jeunes militants venus avec elle à Davos. 2 ans après sa première venue à Davos en tant que chef de la Maison-Blanche, Donald Trump a également affirmé que les accords commerciaux récemment conclus par Washington avec la Chine et le Mexique représentaient un modèle à suivre pour le XXIe siècle. La chance, ça n'est donc pas du hasard en foot. Le tirage au sort pour le compte du deuxième tour des qualifications au prochain mondial pour le compte de l'Afrique. Ce tirage a été effectué aujourd'hui. Les adversaires du Sénégal seront le Congo-Brazzaville, le Togo et la Namibie. Les matchs démarrent dans 2 semaines au mois de mars. Le tirage s'est passé aujourd'hui au Caire, donc. Le basketball est aussi à la une de cette actualité sportive avec l'aggiornamento du nouveau DTN, le directeur technique national Moustapha Gueye, qui nous dit qu'il fera une fixation pour les sélections ainsi que le vivier de la petite catégorie. Moustapha Gueye indique qu'il fera en cela beaucoup de terrain à la base. On va l'écouter avec Sekou Seydi. Basketball ressorti nag ñaari ponk la ndax boo ñëwee booy soog egsi lépp chantier la formation bi fii entraînement wu xale yi fii. Tout est chantier dans le basketball, la formation, les entraînements, la gestion des équipes nationales, mais il y a toujours des priorités. Et nous, on pense qu'il faut d'abord penser au développement, c'est-à-dire privilégier la sélection des jeunes, les moins de 16 ans et les moins de 18 ans, pour assurer la relève. C'est notre priorité. Et aussi la sélection régionale. Sur ce point, on va coordonner avec les dirigeants régionaux dans les semaines à venir pour former les jeunes dans les régions, pour avoir de meilleurs produits. loolu ci suñu mbëbët la suñu yéene la te ñu ngi ci wax fédération te am nañu yaakaar ne war nañu retour bu favorable daal. Voilà, c'est donc le baisser de rideau pour ce présent journal. La météo va suivre dans un petit moment et les inspirations du professeur philosophe ce soir, Pablo Picasso, Kenou Askanui, sera présenté aujourd'hui par Soda Djahoumpa. Je remercie donc toute la noblesse anonyme, la technique notamment. Merci de votre attention et bonsoir.